À la une de l'actualité, après un premier report, le gouvernement malgache vient enfin de valider la date de la tenue des prochaines élections. En Afrique du Sud, le gouvernement a déployé depuis juillet dernier quelques 1300 militaires en renfort de la police pour tenter d'endiguer la violence mortelle des gangs dans la banlieue. Et puis la Sud-Africaine Caster Semenya ne pourra pas défendre son titre sur 800 mètres aux mondiaux de Doha. En cause, son taux de testostérone jugé trop élevé par les instances de l'IAF. Bienvenue à toutes et à tous. Après un premier report, le gouvernement malgache vient enfin de valider la date de la tenue des prochaines élections. Elles se tiendront le 27 novembre prochain. Après 2 mois d'incertitude sur la tenue d'ici la fin de l'année des élections municipales et communales, ce mercredi soir, le gouvernement a finalement pris un décret portant convocation des 10 300 000 d'électeurs pour le 27 septembre prochain. Il n'y aura pas de révision spéciale puisque la révision annuelle de la liste électorale va débuter le 1er décembre, précise Thierry Rakotonarivo, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais nous allons faire tout notre possible pour rectifier les erreurs qui ont été observées lors des élections législatives en mai dernier. En ce qui concerne la liste officielle des candidats, elle sera publiée le 17 septembre. Quant aux prétendants à la mairie, ils seront en campagne du 6 au 26 novembre. Si le calendrier semble en place, la commission électorale en a profité pour rappeler à quel point le budget, non encore défini, restait un facteur clé pour la réussite de l'organisation du scrutin. Les résultats seront attendus au plus tard le 14 janvier 2020. Le mandat des maires expirant fin septembre, le gouvernement devrait logiquement le proroger par loi organique ou par ordonnance jusqu'à la prise de fonction des nouvelles équipes. Ils sont ainsi retenus pour la course à la présidentielle tunisienne anticipée du 15 septembre. Un examen préliminaire des dossiers a écarté, soit 11 candidatures. L'instance chargée des élections en Tunisie a dit son mot. 26 candidatures sur 96 sont pour l'instant validées pour la présidentielle prochaine. Les personnes dont le dossier a été rejeté ont 48 heures pour déposer un recours devant le tribunal administratif. Ce dernier sera appelé à trancher d'ici le 30 août. C'est à cette date que doit être publiée la liste finale des candidats. Parmi les candidatures rejetées figure celle de Mounir Batour, qui se présente comme défenseur des droits des LGBTQ. La candidature de cet avocat revendiquant ouvertement son homosexualité aurait constitué une première dans l'histoire du pays et du monde arabe. Le rejet de sa candidature serait dû au fait qu'il n'a pas recueilli les 10 000 signatures d'électeurs inscrits. En effet, chaque candidat doit disposer du parrainage de 10 députés, 40 maires ou de 10 000 électeurs inscrits dans au moins 10 circonscriptions. D'autres candidatures ont été rejetées pour absence de garantie financière, le seuil ayant été fixé à environ 3 200 €. Seules 2 femmes figurent dans la liste des 26 candidatures validées. La candidature de l'homme d'affaires et Maya des médias, Nabil Karoui, présenté comme un adversaire de taille pour le Premier ministre Youssef Chahed, a également été retenue. Le ministre de la Défense, Abdelkarim Nzibi, sera également sur la ligne de départ. Et celui-ci pourrait se révéler être un candidat majeur. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 15 septembre, la campagne officielle devant se tenir entre le 2 et le 13. Les résultats de ce premier tour seront annoncés le 17 septembre, selon le calendrier électoral de l'ISIE. La date du second tour n'est pas encore déterminée. L'armée sud-africaine s'est déployée dans la banlieue de Cap Flats, rongée par les gangs. Cette opération vise à appuyer la police après une vague récente de meurtres et de violences attribuées aux gangs criminels. Depuis juillet dernier, le gouvernement sud-africain a déployé quelques 1300 militaires en renfort de la police pour tenter d'endiguer la violence mortelle des gangs dans la banlieue. Gangrénés par les gangs, mal surveillés par des policiers en sous-effectif,
Cap Flats est devenu l'un des endroits les plus dangereux du pays. Les statistiques de la police indiquent une hausse annuelle de 6,3% des meurtres dans la province occidentale du Cap, avec presque 4000 homicides commis d'avril 2018 à 2019. En 2015, ils ont tué mon cousin qui vivait chez moi pendant 9 mois. Il ne faisait pas partie d'un gang. Ils l'ont tué pour rien et m'ont dit qu'ils se sont trompés de personne. En 2018, ils ont tué mon fils de 15 ans et je pense que c'est parce que c'est un témoin qui a vu qui a tué mon cousin. C'est pour ça qu'ils ont tué mon fils. Un rapport sur la sécurité urbaine publié cette année par le réseau des villes sud-africaines montre que le Cap a le taux d'homicide le plus élevé du pays, avec 69 personnes tuées pour 100 000 habitants, soit le double de la moyenne nationale. La zone doit d'abord être rendue stable. Vous avez donc besoin de toutes les forces de l'ordre que vous pouvez rassembler pour vous rendre dans la zone afin de la rendre stable. Par la suite, un programme complet sur la façon de maintenir une bonne cohésion sociale dans la région doit être mis sur pied et ça doit être fait en consultation avec la collectivité, sinon ça ne fonctionnera pas. L'armée travaille grâce à des informations venant des communautés locales pour sécuriser des zones dans Cap Flats et permettre à la police d'effectuer des descentes et des arrestations, parfois sous les applaudissements des habitants. Mais le nombre de tueries n'a pas beaucoup diminué. Malgré la présence de l'armée, 47 morts ont été recensés pendant le deuxième week-end d'août. Allons à présent au Tchad où 6 personnes ont été tuées dans un attentat perpétré dans la nuit de mardi à mercredi. L'opération a été conduite par une kamikaze dans l'ouest du pays et attribuée au groupe djihadiste nigérian Boko Haram. L'attaque a eu lieu dans la cour du chef traditionnel du canton, Tata Firoumou, d'après un haut gradé de l'armée tchadienne sous couvert d'anonymat. Une femme kamikaze a fait exploser sa ceinture. Le bilan s'élève à 6 morts, dont un militaire. Ce bilan a été confirmé par le responsable d'une ONG locale qui a préféré taire son identité. Le représentant du chef du canton, 4 de ses gardes et un militaire ont perdu la vie et 5 militaires avaient été blessés. Tata Firoumou est une localité de Kaïga, Kinjiria, située dans la province du Lac, où le groupe djihadiste a multiplié les attaques depuis le début de l'année. La région du lac Tchad est le théâtre d'un regain d'attaques attribué à Boko Haram depuis juin 2018. Une dizaine ont eu lieu en territoire tchadien. La plupart d'entre elles visaient des positions de l'armée. Fin mars, 23 soldats tchadiens avaient été tués dans un assaut contre une base avancée sur la rive nord-est du lac. Une autre attaque de Boko Haram, le 21 juin, avait entraîné la mort d'au moins 11 militaires tchadiens. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram au sein de la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée dans la région du lac Tchad avec l'aide de comités de vigilance composés de citoyens locaux. Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne en Tanzanie est monté ce mercredi à au moins 82 morts. Et pour cause, 7 personnes ont succombé à leurs graves blessures. L'explosion d'un camion-citerne survenu le week-end dernier en Tanzanie continue de faire parler d'elle. 7 blessés sont décédés mardi, d'après un porte-parole de l'hôpital national de Dar es Salaam. De nombreux blessés sont encore en soins intensifs. La catastrophe s'est produite samedi matin à Mzamvu, une localité dans l'immédiate périphérie de la ville de Morogoro, située à quelques 200 km à l'ouest de la capitale économique, sur l'un des principaux axes routiers du pays. Les victimes sont des conducteurs de taxi-moto et des badauds venus siphonner le carburant qui s'écoulait d'un poids lourd accidenté alors qu'ils tentaient d'éviter une moto, selon des témoins. Le Premier ministre tanzanien a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête pour établir si une ou des institutions ont manqué à leurs responsabilités dans la gestion de cette catastrophe. La commission devrait rendre ses premières conclusions vendredi. Ces tragédies ne sont pas rares en Afrique.
Début juillet, dans le centre du Nigeria, au moins 45 personnes étaient mortes et plus de 100 personnes blessées lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui avait explosé. Hors du continent africain, la tension monte entre Pékin et Hong Kong. La Chine a vigoureusement dénoncé ce mercredi des agressions quasi-terroristes contre ses ressortissants durant des affrontements en marge de manifestations pro-démocratie à l'aéroport international de Hong Kong. Mardi, 2 Chinois du continent ont été passés à tabac au 5e jour d'une mobilisation sans précédent à l'aéroport de Hong Kong où le trafic a été particulièrement perturbé. Le premier, soupçonné par des manifestants d'être un espion à la solde de Pékin, a été attaché à un chariot à bagages puis frappé. Il a ensuite été évacué en ambulance. Lors d'un autre incident, un homme accusé par un groupe de manifestants d'être un policier infiltré a été pris à partie. Le porte-parole au bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du gouvernement chinois a déclaré que ce dernier condamnait avec la plus grande fermeté ces actes quasi-terroristes. C'est la deuxième fois cette semaine que la Chine cherche à assimiler les manifestations à du terrorisme avec des avertissements de plus en plus inquiétants qui font craindre une répression militaire alors que le mouvement en est à sa 10e semaine. Lundi déjà, à Pékin, le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao avait déclaré que des attaques de manifestants radicaux de Hong Kong contre des policiers constituaient un crime grave, révélant de premiers signes de terrorisme. Mardi, le président américain Donald Trump a encore fait montrer les craintes d'une intervention militaire en affirmant que ses services de renseignement faisaient état d'un déploiement de l'armée chinoise à la frontière avec Hong Kong. Les États-Unis, très préoccupés par les mouvements paramilitaires chinois à la frontière avec Hong Kong, ont appelé la Chine à respecter le haut degré d'autonomie de l'ex-colonie britannique. Pour finir cette édition, la longue bataille judiciaire qui a opposé la Fédération internationale d'athlétisme à l'athlète sud-africaine Caster Semenya a pris fin il y a 2 semaines. Mais la médaille olympique du 800 mètres ne pourra pas prendre part aux mondiaux de Doha en septembre et défendre son titre de championne du monde. S'exprimant en marge de la conférence Top Woman à Johannesburg, la Sud-Africaine Caster Semenya a affirmé qu'elle est ciblée parce qu'elle est la meilleure dans ce qu'elle fait. L'athlète ne pourra pas défendre son titre mondial du 800 mètres à Doha en septembre en raison d'un jugement de la Cour suprême suisse qui a révoqué une suspension temporaire des règles controversées de l'IAAF sur la limitation de la testostérone. Je ne peux pas dire que je suis ciblée parce que je suis une femme noire africaine. Ce que je peux dire, c'est que je suis visée parce que je suis invaincue. Je dirais donc que parce que je suis la meilleure dans ce que je fais, ça fait 4 ans que je suis invaincue. Alors, je suis probablement un problème parce que je suis hyper performante. On doit donc se débarrasser de moi. Chez les hommes, on ne catégorise rien. Vous ne dites pas que cet homme a un taux élevé de testostérone ou qu'ils sont musclés, qu'ils ont de longues jambes, qu'ils ont ce physique robuste. On ne dit pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous dites juste, cet athlète est phénoménal. Vous savez, c'est le meilleur que nous ayons jamais vu dans le monde. Caster Semenya détient de très loin la meilleure performance mondiale de la saison sur 800 mètres avec un chrono de 1 minute 54 secondes 98 réalisé à Doha au Qatar le 3 mai dernier. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.